commencer notre conférence. Tout d'abord, je vous demande de rallumer vos portables en sortant de la réunion. Peut-être que la CIA ou les services secrets russes peuvent enregistrer ce qui se dit ici. Donc, je rappelle que la prochaine conférence, c'est Menaces sur l'état de droit avec Jacques Toubon, ancien ministre, ancien défenseur des droits. Que le jeudi 20 avril, donc c'est le jeudi 20 avril dans cette même salle, le jeudi 11 mai, de dessert à dessert, entretien entre les artistes Ernest Pignon, Ernest et Edmond Baudouin, dans cette salle. La prochaine rencontre avec le séminaire sur l'hégémonie, on reprend nos séances le 3 mai au local du port, rue François Guizol. Donc ce soir, notre conférencier Bernard Friot va nous parler des services publics à défendre et à promouvoir. À partir de l'exemple de la sécurité sociale, il montrera que l'État, dans notre système libéral, est un outil permettant de s'opposer à l'auto-organisation des situations et que l'avenir des services publics suppose leur désétatisation, je ne connaissais pas trop ce mot, Bernard, et leur gestion directe par les citoyens. Moi, tout jeune, quand j'ai travaillé, très très jeune, je connaissais un ami qui était au conseil d'administration de la sécurité sociale dans le département, mais c'était la sécurité sociale appartenait aux travailleurs. Là aussi, donc, il va nous parler de tous les services publics. Le gouvernement est prêt à sacrifier 475 milliards pour l'armement, un endettement jusqu'en 2038, mais il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, pour les écoles et tant d'autres services. Donc voilà. Après, une question technique seulement. Pour les personnes qui interviendront pendant la conférence, ou après la conférence, bien entendu, je vous demande de prendre le micro. Parce qu'on s'est aperçu que la dernière fois, il y a des personnes qui pensaient avoir une grande voix. Le problème, c'est que notre appareil, notre caméra, elle n'enregistre pas très bien ce qui se passe derrière. Elle enregistre avec les haut-parleurs qui sont devant. Donc, nécessité d'utiliser le micro. Donc, je passe la parole à Bernard, que vous connaissez parce qu'il est venu assez régulièrement. Et puis, vous savez, il habite dans notre département, dans la vallée de la Roya. Voilà. Allez, Bernard. Tout à fait. Merci. Merci aux Amis de la Liberté, merci Jean-Pierre. Je voudrais, parce que quand Jean-Pierre m'a sollicité sur les services publics, je lui ai dit, écoute, c'est quand même pas trop mon truc. Il a dit, oui, mais j'y tiens. Bon, il tient. Je ne vais l'aborder qu'à partir de choses que je connais. Hein, et donc, ça va être centré sur des éléments de service public qui ont trait à la sécurité sociale. Parce que je ne vais pas me lancer sur d'autres objets. À propos de deux objets, d'une part le régime général de sécurité sociale et sa gestion, et d'autre part le devenir de la fonction publique territoriale confrontée au milieu associatif. Dans un ouvrage récent que j'ai écrit avec Frédéric Lordon, qui s'appelle « En travail, conversation sur le communisme », qui est sorti il y a 2 ans à la Dispute, il m'a invité à ne plus m'exprimer en termes de disparition de l'État dans le communisme, en estimant qu'il faut absolument des fonctions collectives ayant force de loi, et donc de l'État. Si par État on entend ces fonctions collectives qui s'imposent par la loi et par la justice. Et l'idée d'abandonner
faire une société sans ces fonctions-là relève de la croyance dans un paradis communiste dans lequel il n'y aurait aucune violence, de l'abondance, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, enfin, etc. Poète le matin et faisant de l'huile le soir. Enfin bref, des choses qui relèvent d'une croyance dans un paradis, disons. Hein. Et donc, après discussion avec Frédéric Lordon, j'ai parlé d'État capitaliste et d'État communiste. Et non pas de dépérissement de l'État, mais État communiste. Et comme prémisse d'État communiste, je vois le régime général de sécurité sociale. C'est-à-dire une fonction collective qui s'impose, avec laquelle qui dispose de la puissance qu'on attribue à l'État, et qui est gérée, assumée, non pas par un appareil d'État, mais par les intéressés eux-mêmes. Et c'est ce qui se joue en 1946. Je rappelle qu'il faut absolument en finir avec la fable de la naissance de la Sécu en 1945, parce que c'est ce qui nous empêche de voir ce qui va se jouer en 1946 précisément. En 1945, tout existe en matière de sécurité sociale, absolument tout. Vous avez plus de 1000 caisses de sécurité sociale en 1945. Vous avez 70 000 salariés dans ces caisses qui gèrent les cotisations et les prestations. C'est une institution considérable qui a été créée globalement par les employeurs entre 1880 et 1940. En 1945, rien ne se crée, strictement rien. Et ce dispositif que je vais brièvement décrire pour montrer comment on passe d'un État capitaliste à un État communiste, ce dispositif va être subverti par les communistes du parti, les communistes de la CGT, en 1946. Alors, l'état, déjà, brièvement, de l'avant-régime général tel que les communistes le mettent en place en 1946. Le cœur de la sécurité sociale, qui encore une fois est une institution pléthorique en 1945, hein, d'accord. Ce sont les allocations familiales qui représentent 55% des prestations sociales à l'époque. Et les allocations familiales, c'est l'arme de guerre des patrons contre la hausse des salaires. Ils ont été inventés comme cela, d'abord dans la fonction publique, puis dans le privé. Alors d'abord dans la fonction publique, pourquoi? Parce que à la fin du XIXe siècle, il n'y a que les salaires des fonctionnaires qui font l'objet d'un débat public. Le débat public sur les salaires, c'est une invention du XXe siècle à travers les conventions collectives. La négociation collective des salaires, enfin, etc. Au XIXe siècle, surtout que les rapports de travail sont niés comme rapports de travail et inclus dans les rapports commerciaux, il n'y a pas d'institution de discussion des salaires. Le seul moment où il y a discussion des salaires, c'est les salaires des fonctionnaires lors de la loi de finances annuelle, et les députés se demandent comment ne pas augmenter les salaires des fonctionnaires, et vont trouver comme réponse le fait de concentrer la hausse des salaires, enfin de réserver la hausse des salaires aux chargés de famille. Alors pour des raisons que j'explique dans mes bouquins, ça vous pouvez voir Puissance du salariat, j'explique tout cela. J'en dis quand même deux mots. La France de la fin du XIXe siècle est une France totalement traumatisée par 70, traumatisée par la défaite et traumatisée par la commune. Quand je dis la France, je dis la bourgeoisie française, bien sûr. Et ce traumatisme de la défaite
générateur par ailleurs de la Commune, ce traumatisme de la défaite va être expliqué par le malthusianisme, en disant nous avons été submergés par des hordes barbares et parce que nous sommes malthusiens. Bon, de fait, la France, c'est le premier pays européen qui ait fait ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire le fait que lorsque l'espérance de vie augmente, le taux de natalité diminue. Et donc, toute une série d'économistes vont, après 70, expliquer la défaite par d'autres malthusianistes, si bien que l'amicale parlementaire menée par l'abbé Lemire, au demeurant, un abbé du Nord, la plus active à la fin du XIXe siècle au Parlement, c'est l'amicale familialiste. Et c'est donc finalement assez facilement que les députés vont se mettre d'accord sur le fait que la hausse des salaires des fonctionnaires sera réservée à ceux qui font 2 enfants, 2, pas 1, hein, puisque comme on est 2 pour faire des enfants, il faut en faire 2 pour des questions démographiques. Et ce sursalaire familial qui naît dans la fonction publique, au départ pour les douaniers, enfin, etc., les instits en 1907, les militaires, et puis finalement tous les fonctionnaires en 1917, ce supplément familial va être étendu au privé par la loi de 1932 avec le même argument. Nous sommes dans la crise, la France est touchée par la crise un peu plus tard que les USA, l'Angleterre, en 31-32, et l'argument des promoteurs de la loi, c'est de dire au patron, merci, avec la loi, vous disposez d'un outil pour ne pas augmenter les salaires de tous. Et d'ailleurs, la CGTU est vent debout contre les allocations familiales. Quand on regarde les archives des sentences des médiateurs en fin d'occupation du vide en 1936, alors c'est systématique. Dans une boîte où il y avait une demande d'augmentation de 30% de hausse des salaires, ben, ce serait 15-15. 15% de hausse des salaires et 15 points de cotisation patronale aux allocations familiales. Si c'était 20, ben ce sera 10-10. Si c'était 10, ce sera 5-5. Le minimum légal est de 4%. Lorsque Croizat arrive aux affaires, le taux de cotisation d'allocation familiale, les taux vont de 4, donc c'est le minimum légal, à 17% du salaire brut selon le niveau de conflictualité des entreprises. Vous avez des caisses qui gèrent 300 taux différents, enfin c'est un dispositif clairement anti-salarial. Et pour pouvoir bénéficier des allocations familiales, il faut être sur son poste. Quelqu'un qui est en arrêt de maladie chargé d'enfants, ou au chômage chargé d'enfants, ou en retraite chargé d'enfants, n'a pas droit aux allocations familiales. Il faut être sur son poste. C'est le cœur de la sécurité sociale en 1945. Et puis vous avez les assurances sociales. Alors vous avez depuis 1998, les accidents du travail et maladies professionnelles qui sont assurées par des compagnies d'assurance, là tout simplement, ce sont des compagnies d'assurance. Vous avez les assurances sociales qui depuis 1928-30 concernent la santé et la vieillesse. Elles sont gérées par des caisses départementales paritaires. Paritaire, ça veut dire patronal, parce qu'il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons. Et donc, soit vous avez des caisses totalement patronales, les assurances, les allocations familiales, des caisses d'assureurs, des caisses paritaires, et puis vous avez des dispositifs purement d'entreprise ou de branche. Dans les mines, dans la métallurgie, dans la chimie, vous allez avoir des dispositifs de branche. C'est un foutoir illisible qui est aux mains du patronat, qui est un outil patronal dans la gestion du salaire et dans lequel les travailleurs n'ont pratiquement aucun rôle. Il faut en finir avec la fable de la naissance de la Sécu dans la mutualité ouvrière, dans je ne sais pas quoi. La Sécu, elle n'a pas d'origine ouvrière. La Sécu, elle a une origine patronale. Et ce qui va se passer en 1946, c'est une subversion. Alors pas complète, parce que la CGT est battue en août 1945, lorsque dans l'Assemblée provisoire, la première assemblée élue, c'est en novembre 1945, mais en août 1945, l'Assemblée provisoire qui regroupe des délégués des différents syndicats, des différents partis, en fait, etc.,
délibère sur le devenir de cette institution massive qu'est la sécurité sociale, d'accord, hein. Personne ne parle de la créer, elle est là, bien sûr. La CGT est battue, hein. La CGT se bat sur plusieurs mots d'ordre, un seul régime, sans État, ni patron, et sans plafond. Voilà les mots d'ordre de la CGT. Elle est battue sur tous ces mots d'ordre-là. Un seul régime, ben, il y en aura deux, c'est-à-dire qu'il y aura les allocations familiales d'un côté, la santé et la vieillesse de l'autre, 2 caisses par département au lieu d'une. Pas de patron, ben, il y aura le quart de patron dans les conseils. Pas d'État, l'État conserve la maîtrise du taux de cotisation, ce qui n'est pas rien. Pas de plafond, vous savez que les assurances sociales avaient un plafond, hein, d'affiliation. Les assurances sociales ne concernaient que les travailleurs dont le salaire était inférieur à ce plafond. Tous les employés supérieurs, les ingénieurs, qu'on appelait à l'époque les collaborateurs, relevaient de régimes d'assurance groupe. Ils étaient couverts, hein, mais pas par les assurances sociales. C'était des régimes d'assurance groupe, ce qui ajoute encore, hein, au tableau que je vous ai fait, hein, d'accord. Hein. Et la CGT revendique l'entrée des collaborateurs dans le régime général en construction, sauf qu'on ne peut plus les appeler collaborateurs par ailleurs. Nous sommes en 1945, d'accord. Donc il va y avoir une invention sémantique extrêmement agitée pendant plusieurs mois pour savoir comment on allait appeler ces employés supérieurs et ces ingénieurs, et on va se mettre d'accord sur le mot cadre, qui est un mot qui n'existe que dans la langue française. Mais enfin, nous sommes aussi un des seuls États européens qui ait collaboré avec le nazisme. Et donc la CGT revendique la suppression du plafond pour l'entrée de ces cadres dans le régime général. Alors, les ordonnances d'octobre 1945, que nous célébrons comme la naissance de la Sécu, hein, sont une défaite de la CGT, hein, pour tout ce que j'ai dit là. Mais en même temps, il ne faut pas non plus, en même temps, je peux trop dire ça, mais il ne faut pas non plus minorer, hein, l'ampleur de la subversion que sur cette base réduite, les communistes vont pouvoir, parce que les communistes sont les seuls à la manœuvre, hein, si vous avez lu les travaux d'Annie Lacroix sur la CGT entre 1944 et 1947, hein, elle a fait sa thèse là-dessus, et elle a fait un ouvrage tout à fait considérable, à base d'archives exclusivement, pas de mémoire, hein, comme on fait trop souvent aujourd'hui l'histoire, et elle montre que vous avez un énorme conflit à la CGT, hein, en 44, 45, 46, entre les ex-unitaires et les ex-confédérés, et les ex-unitaires, du fait de leur poids dans la résistance, l'emportent sur les ex-confédérés. Les ex-confédérés vont du coup créer Force ouvrière en 47 et en 48 la Fédération de l'éducation nationale. Donc les ex-confédérés ont toute autre chose à faire que de se lancer dans la création du régime général qui va être le fait des seuls ex-unitaires, c'est-à-dire des communistes, avec des ministres communistes par ailleurs, mais qui vont s'appuyer sur une dynamique populaire impulsée par les communistes, parce que des ministres sans dynamique populaire, on sait ce que ça donne, on a vu ça avec la gauche plurielle, ça ne donne pas grand-chose, fût-il communiste. Et donc la dynamique qui s'instaure en 1946, et dont rend compte assez faiblement, mais enfin, ce film est utile, hein, le film La Sociale de Gilles Perret, c'est une dynamique qui va s'appuyer sur ces ordonnances, certes très Bichèvre-Bichou, mais c'est là qu'on voit ce que c'est que des communistes. Hein. Ce n'est pas des anticapitalistes, c'est des communistes, c'est-à-dire qu'ils savent se saisir d'une institution. Les anticapitalistes, ils vont dire, surtout que les allocations familiales étaient gérées par le Code de la famille 1939, alors je vous imagine pas, le Code de la famille c'est Daladier, Daladier c'est le mec qui va introduire Pétain au gouvernement, c'est une horreur ce type, hein. Et la période 38-39 elle n'est pas glorieuse, hein. C'est la période où
les ministres communistes sont déférés devant leurs collègues hein, pour être condamnés au bagne d'Alger. Les ministres, pas les ministres, il y en a pas, les députés communistes, pardon. C'est une période pas bien fameuse, au cours duquel les allocations familiales sont encore revues dans le cadre du Code de la famille. Les cathos de droite faisant la manif pour tous, c'est du pipi de chat à côté de l'idéologie qui est présente dans ce code. Et donc, si les communistes avaient été anticapitalistes, ils auraient dit « Pouah, c'est de la merde », etc. Non, un communiste, c'est pas un anticapitaliste, c'est quelqu'un qui est pour, hein, c'est pas un contre, il est pour. Et ils vont s'emparer de cette institution patronale pour la subvertir. Et ça, moi, je suis d'une admiration sans borne. C'est quelque chose que j'ai découvert très tardivement, parce que je suis venu à la recherche avec la fable « Il était une fois le CNR » et des communistes gaullistes, avec un parti communiste à 30% des voix, une CGT à 5 millions d'adhérents, un patronat déconsidéré pour collaboration, et l'armée rouge à nos portes. Les patrons ont été obligés de concéder un meilleur partage de la valeur au nom de la solidarité. Il faut un petit trémolo dans la voix en plus, d'accord hein. Nous sommes dans la fable, d'accord. Et vous voyez que cette fable de la création de la Sécu en 1945, c'est ce qui permet de supprimer dans l'histoire officielle, derrière le masque d'un 45 totalement fantasmé, ce qui se passe réellement à la Libération en 1946, lorsque les communistes subvertissent la sécurité sociale patronale. Et même si, encore une fois, c'est dans des limites, ben, comme toute chose, hein, ils réussissent à changer une institution qui relevait de la logique patronale en une institution largement marquée par la gestion ouvrière. Unifiée d'abord. Hein. Dès 1947, le régime général gère le tiers de la masse salariale, c'est tout à fait considérable. Hein. En 1960, et c'est le tiers de la masse salariale à l'époque, c'est la moitié du budget de l'État, l'équivalent. En 1960, le régime général gère plus que le budget de l'État. Donc, il faut voir la fierté, quand on regarde les archives de la CGT, la fierté de ces travailleurs qui gèrent l'équivalent de la moitié du budget de l'État. Là, on est dans l'État communiste, d'accord ? Nous sommes dans un dispositif de fonction collective qui s'impose, hein, le régime général s'impose, les employeurs sont obligés de cotiser, enfin, etc., etc., même s'il a fallu toute une bagarre pour qu'ils cotisent, etc., mais enfin, précisément, la loi, la justice sont au service de cette institution collective, donc on est bien dans une logique d'État, et une logique d'État qui est pas totalement, mais quand même assez massivement gérée par les travailleurs eux-mêmes. L'enjeu de la distinction entre allocation familiale et santé-vieillesse étant la question du pouvoir, puisque dans les caisses santé-vieillesse, il y a un quart d'employeurs et 3/4 de travailleurs, élus depuis les élections de 1947, d'accord ? Et dans les caisses d'allocation familiale, c'est tout l'enjeu de la distinction, c'est qu'il y a un quart d'employeurs, certes, mais la moitié seulement de travailleurs, parce que vous avez les indépendants qui font l'autre quart, et qui vont toujours voter avec les patrons. Encore une fois, dans ces limites-là, nous avons une classe ouvrière, qui a une institution lisible, hein, on n'est plus dans un dispositif avec 1000 caisses dont les ressorts, les logiques de gestion, etc. sont très différentes. Lisible aussi parce que nous avons un seul taux de cotisation. J'ai donné l'exemple des allocations familiales pour dire qu'il y avait des taux de cotisation qui étaient aux mains des patrons. Les taux de cotisation étaient aux mains des patrons. Nous avons un taux de cotisation interprofessionnel qui s'impose aux employeurs et qui permet une mutualisation du salaire, enfin de la valeur ajoutée, puisque les cotisations sont prises sur la valeur ajoutée.
sont un ajout du salaire sur la valeur ajoutée, elles se substituent au profit, les cotisations, bien sûr, hein, ce n'est pas une ponction sur le salaire, c'est une ponction sur la valeur ajoutée. Nous avons là une progression du salaire selon des taux de cotisation qui s'imposent aux employeurs. Ce n'est plus une institution aux mains des employeurs, c'est fini. Les travailleurs vont se battre et obtenir en 1947, mais c'est là qu'on voit combien une fonction collective ayant force de loi, c'est insupportable pour la bourgeoisie qu'elle soit gérée par les travailleurs. Elle a absolument besoin d'un État capitaliste, bien sûr, à son service. Les travailleurs imposent le fait qu'ils ont fait les listes électorales eux-mêmes. Hein. Il ne fallait pas compter sur les patrons pour avoir les listes électorales. Bien sûr, tout ça, ils l'ont fait eux-mêmes. Hein. En plus, vous voyez, ça, ils sont vraiment aux affaires. Ils sont pas dans la protestation, ils sont dans la gestion de l'économie. Et ils vont imposer que les élections de 1947 se fassent dans les entreprises, dès lors qu'elles ont plus de 100 salariés, dans les entreprises mêmes. Ils vont imposer des sections du régime général dans les entreprises pour que les salariés soient chez eux dans ce régime général, qui est là, dans l'entreprise même. Il y a une déclinaison. Et là, le patronat, mais le patronat aidé évidemment par l'État, va faire une campagne inouïe hein, pour faire sortir de l'entreprise aussi bien les élections qui auront lieu ensuite hors de l'entreprise en 1950 que les sections, les antennes, hein, les antennes du régime général qui auront lieu hors des entreprises. Encore une fois, l'enjeu d'un État communiste, c'est la gestion par les citoyens eux-mêmes. Et là, il y a un refus absolu hein, de la part de la bourgeoisie. Il n'empêche que, dans ces limites-là, nous avons un conseil d'administration qui a compétence générale et une direction qui a une compétence limitée et une direction qui est élue par le conseil d'administration. C'est pas le dispositif actuel tel qu'il a été étatisé par Juppé. Hein. C'est un service public qui nous met les prémices de l'État communiste. Et alors vous avez donc à voir une lutte de classe déterminée. Encore une fois, l'enjeu de classe, c'est pas de prendre le pouvoir sur l'argent, c'est de prendre le pouvoir sur le travail. Parce que c'est le travail qui est à l'origine de l'argent, et le pouvoir de la bourgeoisie sur l'argent vient de son pouvoir sur le travail. Et dès lors que, à travers leur pouvoir sur leur salaire, les travailleurs ont le pouvoir sur le système hospitalier, sur les dispositifs, les centres sociaux, les CAF, etc., etc., il y a un refus, mais absolu de la classe dirigeante de perdre son pouvoir sur le travail. Qu'on lui pique des sous, elle n'aime pas, hein, mais ça ne change pas fondamentalement. C'est une contradiction non antagonique. Hein, le meilleur partage de la valeur par une bonne fiscalité. D'accord ? Ce qui est, hélas, le cœur souvent des propositions de la gauche de gauche. Hein. Nous sommes là dans une contradiction non antagonique. La contradiction antagonique, c'est la prise de pouvoir sur le travail. Et là, nous avons, à travers cette institution, un début de prise de pouvoir sur le travail qui va être combattu férocement. Alors, De Gaulle, qui a dû nommer Croizat, Marcel Paul, Croizat au travail, Marcel Paul à la production industrielle, où il va nationaliser les FGDF, et Thorez à la fonction publique, où il va faire la loi de décembre 1946 sur la fonction publique, est
est tellement excédé d'avoir dû nommer des ministres communistes qu'il démissionne dès janvier 1946. Alors la fable du mur des communistes gaullistes, ça c'est du pipeau, il n'y en a jamais eu. De Gaulle quitte le gouvernement, va être un adversaire mais résolu de ce gouvernement et donc du régime général. Et dès qu'il arrive au pouvoir, en 1958, son obsession, c'est d'en finir avec De Gaulle, c'est le représentant par excellence de l'État capitaliste, d'accord? Là, ses prémices d'un État communiste, ça lui donne des boutons, hein, et donc, dès 1958, il entreprend d'en finir avec la gestion par les travailleurs du régime général. C'est son obsession. Alors, il veut supprimer les élections qui sont prévues en 60. Hein. Vous avez eu les élections en 47, 50, 55. Elles sont prévues en 60. Il n'arrive pas à les supprimer. Elles sont reportées à 62, d'accord? Et il les supprimera en 67, d'accord? Mais dès mai 1950, par des décrets, il change la donne dans le pouvoir dans les caisses. D'une part, le pouvoir général revient désormais au directeur. Vous avez une liste des compétences du conseil d'administration, alors que c'était l'inverse. Et puis il crée l'école nationale supérieure de sécurité sociale, le N3S, à Saint-Étienne, qui va former des directeurs ou des directrices complètement exonérés de tout contrôle démocratique. Il n'y a d'ailleurs aucun cours sur l'histoire de la Sécu à Saint-Étienne, vous n'avez que des cours de management et de comptabilité, et la Constitution, jusque-là, c'était des gens qui étaient élus, qui n'avaient pas de professionnalité spéciale. Là, il s'agit de constituer un corps de direction hein, qui va progressivement prendre une autonomie absolue par rapport au conseil d'administration. Et puis en 67, il supprime la gestion ouvrière, il la remplace par le paritarisme. Encore une fois, le paritarisme, c'est une gestion patronale. Et puis ça ne suffit pas, hein, puisque en 96, nous avons oublié, enfin, l'heureuse victoire des cheminots en 95 nous a fait oublier la très lourde défaite que nous subissons en 96, parce que le plan Juppé ne se réduisait pas à la suppression du régime des cheminots. Le plan Juppé, c'était aussi l'étatisation de l'assurance maladie. Alors qu'il va se traduire par la création de... Alors déjà, pas que l'assurance maladie, la loi de finances de la sécurité sociale, dans lequel finalement les décisions concernant la sécurité sociale échappent aux caisses de sécurité sociale, c'est le Parlement. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les GOP, qui sont des espèces de directives gouvernementales aux caisses nationales de sécurité sociale. Vous avez une hiérarchie, la caisse nationale a un rapport hiérarchique avec les caisses locales, alors qu'il n'y avait aucun rapport hiérarchique jusque-là. Vous avez la création des agences régionales d'hospitalisation, qui sont des monstres bureaucratiques qui se substituent à cette gestion par les caisses du système de santé. Et Douste Blazy, quelques années plus tard, transformera les ARH en ARS, d'accord, avec le beau résultat. Hein. Dès que l'État arrive, le résultat est catastrophique. Hein. La gestion ouvrière s'est révélée infiniment plus positive que la gestion étatique. Hein. Il faut absolument que nous reprenions cet exemple. Il y a un autre exemple du caractère infiniment supérieur de la gestion ouvrière sur la gestion étatique, d'une fonction collective, d'une fonction d'État. Hein, comment sortir l'État de l'appareil d'État pour le confier aux intéressés eux-mêmes. Et Juppé est la réponse à ce que je vais dire.
Dans les années 60, fin des années 50, lorsque les administrateurs salariés sont encore aux manettes dans le régime général, vous avez l'invention de la sécurité sociale du soin. Je voudrais montrer la fécondité d'une gestion par les travailleurs d'une institution étatique. Contrairement au désastre qu'est sa gestion par un appareil d'État tel que nous y assistons aujourd'hui en matière d'hôpital. À la fin des années 50, la production de soins en France, c'est proche de zéro. D'une part parce que l'hôpital public est réservé aux indigents jusque sous Vichy. C'est Vichy qui supprime la condition d'indigence. Si bien que jusqu'en 41, ou 40, je ne sais plus, ou 42, je ne sais plus la date, les assurés sociaux ne pouvaient pas aller à l'hôpital public, parce qu'ils n'étaient pas indigents. Les assurés sociaux de 1930. Inutile de dire que l'hôpital public n'est pas un haut lieu de la technicité de soins, bien sûr. C'est un lieu où Foucault a montré tout ça, où les médecins travaillent gratuitement pour se faire la main sur les pauvres et ensuite demander des sous à leur clientèle de ville. Leur clientèle est riche puisque la médecine ambulatoire n'est pas conventionnée. Donc la médecine hospitalière, c'est proche de zéro. La médecine ambulatoire ou les soins ambulatoires, pas que la médecine, enfin les soins ambulatoires, sont non remboursés puisque le syndicalisme infirmier, le syndicalisme kinésithérapeute, le syndicalisme médical se crée en 32, 33, 34 en réponse aux assurances sociales pour ne pas être conventionné avec les assurances sociales et pratiquer la libre tarif avec tact et mesure, comme le disent les textes de l'époque. Ce dispositif-là, dans lequel les soins ambulatoires sont assurés par des offices municipaux, dans les municipalités socialistes et communistes, par la médecine du travail qui a été inventée par Vichy, par la PMI qui a été inventée par Vichy, mais les soins ambulatoires par des libéraux sont absolument hors de la bourse des travailleurs. Nous avons donc un niveau à peu près zéro de la sécurité sociale du soin à la fin des années 50. Et puis, ces administrateurs vont faire merveille. Ils vont s'appuyer sur la hausse des salaires telle qu'elle s'opère dans les années 60. C'est une décennie de forte hausse des salaires, mais pas d'abord du salaire direct qui va sur le compte postal. Les comptes bancaires, c'est à partir de 1970, c'est plus tard. C'est une hausse des salaires qui va aux caisses de sécurité sociale, singulièrement à l'assurance maladie. Les cotisations avaient été gelées dans les années 50. L'État, sur pression patronale, n'augmentait pas les cotisations à ce régime qui était géré par les travailleurs, enfin ce régime ONI, bien sûr. Les taux se desserrent dans les années 60 et cette hausse des salaires, donc on part d'une hausse des salaires, on commence par une hausse des salaires, va faire une avance monétaire. L'assurance maladie dispose de réserves monétaires importantes qui va lui permettre de subventionner l'investissement hospitalier. Il n'y aura pas de partenariat public-privé, évidemment, il n'y aura pas non plus d'appel au marché des capitaux. Pour construire les CHU, c'est pas tout à fait rien. Quand on sait ce qu'est l'état de l'hospitalisation dans les années 50, ce qui se passe dans les années 60 est prodigieux. Tous les hospices sont transformés en lits actifs, exactement le mouvement inverse de celui auquel on assiste depuis 20 ans. Vous avez des maternités qui s'ouvrent partout, des lits actifs qui s'ouvrent partout où il y avait jusqu'ici un gardiennage de pauvres. Et puis, le cœur du dispositif, c'est l'université qui est rejointe à l'hôpital. Enfin, ça a été une bagarre d'ailleurs énorme pour que université et hôpital s'articulent et dans un investissement absolument énorme, qui fait qu'aujourd'hui encore, les CHU sont à la fois, c'est des usines en termes d'investissement et sont le plus gros employeur de très nombreuses grandes villes. Ça s'est fait
sans appel au marché des capitaux, sans appel au partenariat public-privé, sans appel au crédit public, pas beaucoup, la caisse dépôt et consignation, oui, d'accord, mais pas énormément, ça s'est fait par subvention. Nous avons inventé une production qui repose sur une avance en salaire et non pas sur une avance en capital. C'est prodigieux. Là, nous sommes dans le communisme. Quand on ne commence pas par poser les travailleurs comme endettés. Dans le capitalisme, avant même de bosser, nous sommes endettés. Parce qu'il faut une avance en capital. Je rappelle que nous avons su inventer la production de 10% du PIB, qui nous a mis au premier rang mondial dans les classements mondiaux pendant des décennies, dans une logique communiste. Avance des salaires, des salariés qui sont libérés du marché du travail parce que fonctionnaires, et qui, s'ils sont libéraux, sont libérés du marché capitaliste. Les travailleurs indépendants, si vous regardez les professions des travailleurs indépendants, en général, c'est 90% de gens qui sont autour du SMIC et 10% de nabab, à peu près. Rien de ça dans la santé. Parce que les soignants sont libérés du marché capitaliste. Il y a un marché, bien sûr, c'est un marché négocié entre les organisations professionnelles et l'assurance maladie sur une nomenclature d'actes et un prix des actes qui fait que la structure des ressources des soignants libéraux n'est pas du tout celle que l'on trouve chez les travailleurs indépendants en général, pas du tout. Elle est beaucoup plus resserrée. Et il n'y a pas de pauvres, alors que chez les travailleurs indépendants, il y a énormément de pauvres. Et il n'y a pas de richissimes non plus. Même si la Convention de secteur 1 de 1961 a été complètement caricaturée, je dirais, dans une convention de secteur 2 qui n'a rien de conventionnel, bien sûr, puisqu'il y a un tarif libre. Donc ça, et qui en plus va donner occasion à la mutualité, qui est une institution totalement hostile au régime général, pas qu'elle raconte, de trouver de quoi exister. La riposte à ce service public géré par les travailleurs dans une fécondité inouïe, c'est l'étatisation, toujours. C'est Juppé qui remplace tout ça par des ARH. Alors, c'est pas que l'étatisation, c'est évidemment aussi le gel des cotisations. Les cotisations à l'assurance maladie doublent entre 1945 et 1979. Elles passent de 8 à 16% du salaire brut. Aujourd'hui, c'est l'addition de la CSG et des cotisations qui fait 16% du salaire brut. Dans une espèce de complicité générale. C'est-à-dire que moi, je fais des archives, je ne peux pas avoir un tract de la CGT ou du Parti communiste des années 50-60, hausse du taux de cotisation. Aujourd'hui, il n'y a rien de tel. Modulation du taux de cotisation, augmentons les salaires, ça augmentera les cotisations. Rien sur la hausse du taux de cotisation. Alors évidemment, ça laisse dans le déficit des institutions qui du coup deviennent la proie des gestionnaires. Et les soignants perdent la maîtrise de leur travail, c'est tout à fait clair. Quand on fait des enquêtes dans les années 70 auprès des soignants, ils sont heureux. Parce qu'ils travaillent pour soigner. Aujourd'hui, ils travaillent pour rembourser la dette hospitalière et la clinique a été remplacée par les protocoles imposés par les gestionnaires. Nous sommes dans une perte du pouvoir sur le travail. Je ne saurais trop insister, au vu de ces deux dimensions, de la gestion par les travailleurs du régime général de 1946 à 1967 et de cette invention de la sécurité sociale du soin comme mode communiste de production, dans laquelle l'avance en capital est remplacée par l'avance en salaire, parce que pour produire, il ne faut que des salaires. Il ne faut que des travailleurs pour produire. La seule avance nécessaire, c'est les salaires.
Or, nous l'avons prouvé pour produire 10% du PIB. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse comme, je ne suis pas historien, mais comme économiste et sociologue de la sécurité sociale qui travaille dans une démarche chronologique, qui essaye de voir des dynamiques historiques, c'est tout ce déjà-là communiste que nous avons su construire. Pour moi, c'est inouï. Donc voilà ce que peut être un service public, dès lors que la fonction collective est assurée par les intéressés eux-mêmes et va se heurter à un adversaire redoutable qui est l'État. Avis à tous ceux qui ont un point de vue positif sur l'État social. L'État social s'est révélé l'adversaire résolu de l'auto-organisation du régime général de sécurité sociale. Je vous renvoie pour cela à un livre tout à fait décisif de Nicolas da Silva. Faites-le venir, je crois que ce serait très intéressant. Nicolas da Silva, son livre s'appelle « La bataille de la Sécu » et le sous-titre c'est « 2 siècles d'histoire du système de santé ». Il reprend le système de santé depuis la Révolution française. C'est un économiste qui lui aussi adopte une démarche chronologique pour comprendre les choses et la démonstration est implacable. L'adversaire des travailleurs, c'est l'État. Avis à tous ceux qui demandent plus d'État. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le Rassemblement national qui demande plus d'État. Et donc, je voudrais maintenant, plus brièvement, aborder un deuxième type de réflexion sur ce que peut être un service public dans un État communiste, à travers un autre domaine que j'ai travaillé, et encore une fois, je ne peux pas parler de tout, je peux parler de ce que j'ai travaillé en matière de service public, qui est l'articulation entre les associations et les fonctionnaires territoriaux dans le fonctionnement des services publics municipaux ou territoriaux. Je m'y suis intéressé parce que, m'intéressant à la retraite, j'ai évidemment constaté que les retraités sont très impliqués dans le milieu associatif. Alors, il faut réfléchir sur cette implication des retraités dans le milieu associatif. Et là, partir aussi de la subversion. Je n'ai pas pu présenter toute la subversion communiste de 1946, de la sécurité sociale de 1945. Oui, alors si, quand même, si. Alors là, sur notre aliénation à l'histoire officielle, le 8 octobre 2020, c'est-à-dire pour le 75e anniversaire de l'ordonnance, les ordonnances d'octobre, du 4 et du 24, je ne sais plus octobre, il y a certains d'entre vous le savent mieux que moi, mais c'est tenu à Saint-Étienne, ça doit faire tilt, hein, c'est le lieu de l'EN3S, d'accord. C'est tenu à Saint-Étienne, un rassemblement de tout ce que notre pays compte d'organisations syndicales, politiques, de gauche, associatives, mutuelles, pour fêter les 75 ans de la Sécu. Autant célébrer la Commune par une messe au Sacré-Cœur. Et vous voyez, tout ça m'attriste. Notre détermination à adhérer à une histoire qui nie l'histoire ouvrière. Parce que ce fantasme de 1945, création de la Sécu, c'est pour faire oublier la subversion communiste de 1946, qui est l'histoire ouvrière, précisément. Au point qu'il y a même des cons pour dire que c'est De Gaulle qui crée la sécurité sociale. On peut raconter n'importe quoi sur cette affaire, d'accord? La subversion, une des subversions communistes fondamentales,
qu'opèrent à la fois les militants communistes de la CGT et les ministres communistes au gouvernement. Alors il n'y a pas que des communistes, hein, vous trouverez aussi des anards, des trotskistes, quelques socialistes, bien sûr, hein, mais c'est quand même d'abord le mouvement communiste qui est à l'origine de tout cela. La subversion porte sur la signification du salaire. Là, les communistes opèrent une mutation absolument phénoménale dans la signification du salaire, dans l'institution du salaire. Dans le capitalisme, le salaire, c'est, comme le dit très justement Marx, le prix de la force de travail, c'est-à-dire les besoins dont je suis porteur, la reconnaissance des besoins dont je suis porteur pour faire telle tâche qui va mettre en valeur du capital. Le mot essentiel, c'est tâche. La rémunération capitaliste, le salaire capitaliste, c'est le salaire à la tâche. Et ça se comprend. Oui. Dès lors que ce n'est pas nous qui décidons de ce qui va être produit, que l'investissement, ce n'est pas nous qui en décidons, que la localisation des entreprises, leur objet, ce n'est pas nous qui en décidons, que la constitution des collectifs de travail, qui est sur les postes, ce n'est pas nous qui en décidons. On va nous associer à des décisions très annexes en matière de travail, mais le cœur de la production nous échappe quant aux décisions. C'est l'aliénation au travail. D'ailleurs, on dit on va au travail, hein, comme si on n'est pas le travail c'est hétéronome, c'est étranger à nos personnes, on y va, hein, d'accord. Pour qu'on aille au travail, alors même que nous n'y décidons rien d'essentiel. Ben, il faut que nous ayons une vive incitation. Cette vive incitation, c'est que nous ne sommes payés qu'après avoir posé l'acte de subordination. Dans la production capitaliste, les salariés sont payés après qu'ils aient posé l'acte et à la mesure de l'acte qu'ils ont posé. Paiement à l'acte. Nous sommes au cœur du capitalisme et vous voyez que ça concerne aussi bien des employés que des travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants sont la forme tout à fait normale du travail dans le capitalisme et ils sont payés à l'acte. Le travailleur indépendant, il est payé à l'acte. On l'a bien vu pendant le confinement, les travailleurs indépendants, ben, ils n'avaient pas d'acte, donc c'était zéro. Alors que ceux qui avaient un emploi avec un salaire respectant la convention collective, ils ont eu 84% de leur salaire, y compris s'ils n'ont rien fait. Et que les fonctionnaires, hein, eux, ont eu 100% de leur salaire. S'il n'y a pas du neuf là-dedans, je ne sais pas où est le neuf, moi. Continuer à ânonner que le salaire, c'est le prix de la force de travail, c'est piétiner les conquis du mouvement ouvrier. C'est les nier. Et cette cécité, elle nous coûte cher. Parce que du coup, nous n'avons pas de tremplin pour aller plus loin, puisque nous les nions comme tremplin. Regardez comment nous avons laissé faire la suspension du salaire des fonctionnaires soignants suspendus pour non-vaccination. Oui. Nous avons protesté contre le fait que, alors qu'il manque de soignants, on en supprimait 15 000 qui n'avaient pas démérité. Nous avons protesté contre le fait qu'on laissait, et certaines, c'est surtout des femmes, certaines sont sans ressources depuis août 21, hein, d'accord, aujourd'hui encore. Hein. Oui. On a protesté contre le fait qu'on laissait sans ressources des gens parfaitement honorables. On a dit qu'après tout, dans les salles d'opération, il y a des gens qui ont le Covid mais qui sont vaccinés, enfin, etc., etc. Rien. J'ai regardé avec soin les positions politiques et syndicales. Rien sur l'attaque formidable contre le statut de la fonction publique qu'il y a à suspendre le traitement d'un fonctionnaire suspendu. L'article 3 de la loi Le Pors, autre ministre communiste, qui crée les 3 versants de la fonction publique hospitalière, territoriale et d'État, en 83, l'article 3 dit « Tout fonctionnaire suspendu conserve son traitement ». Évidemment, Oui, puisque le fonctionnaire n'est pas payé pour ce qu'il fait. Il est payé pour la qualification qui lui est propre à travers son grade. Il est titulaire de son salaire. Donc, évidemment que
il n'y a pas à sanctionner par une suppression du traitement la suspension de l'activité. C'est tout à fait contraire à la fonction publique. Maintenant, du silence syndical et politique sur la question, qui montre encore une fois que nous sous-estimons le déjà-là communiste. Parce que le communisme, c'est pour après-demain. Il faut d'abord prendre le pouvoir d'État, après le socialisme, après le communisme. Enfin, des sottises social-démocrates contre lesquelles Marx et Engels se sont battus. C'est du Lassalle, tout ça, dans le texte. Arrêtons. D'accord. À ne pas voir ce déjà-là communiste, nous avons laissé disparaître progressivement le statut des cheminots, celui des postiers. Les cheminots ont été laissés tout seuls dans la suppression de leur statut. Ils se sont battus tout seuls. Nous avons un quasi-silence dans la mobilisation actuelle sur l'article 1er de la loi qui supprime le régime de la RATP, qui supprime le régime de DF-GDF. Silence. Non aux 64 ans, alors que c'est le chiffon rouge qu'agite la classe dirigeante face au taureau populaire pour faire passer l'essentiel, qui est la suppression des régimes spéciaux. C'est le cœur de la réforme. Pourquoi est-ce que c'est le cœur de la réforme? C'est là qu'il faut revenir à la subversion communiste de 1946, du coup Jean-Pierre Baffreux. La subversion communiste de 1946 ne porte pas que sur la création d'un régime général géré par les travailleurs, ce qui est quand même déjà fondamental quand on réfléchit à un service public, d'accord, qui soit celui d'un État communiste. Croizat va complètement subvertir les allocations familiales. Jusqu'ici, c'était, vous l'avez vu, un supplément familial qui supposait qu'on soit présent sur son poste pour pouvoir le toucher. Il en fait un salaire complètement détaché de l'emploi. Il n'y a plus de conditions d'emploi pour toucher les allocations familiales et il les pose comme du salaire. C'est pour 2 enfants, 225 heures par mois de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie. Ce qui est d'ailleurs un salaire supérieur à celui des OS. Les parents avaient un salaire supérieur à celui des OS, parce que les OS ne faisaient pas 225 heures par mois. Ils faisaient plus que les 1500 heures actuelles, mais ils ne faisaient pas 3000 heures. Donc on a un dispositif qui pose du salaire déconnecté de l'emploi. Déconnecté complètement d'une tâche subordonnée. Alors que dans le capitalisme, le salaire, c'est le prix de la subordination. La condition pour qu'il y ait salaire, c'est qu'il y ait subordination. Là, nous inventons du salaire sans subordination. Idem pour la retraite. Ministre communiste, Thorez, qui est donc ministre d'État chargé entre autres de la fonction publique, élabore la loi qui va, inscrire dans le marbre de la loi des conquis qui avaient été construits de façon extrêmement conflictuelle depuis la moitié du XIXe siècle. Vous avez à peu près un siècle de conflits, je vous renvoie à mes bouquins, tout ça est expliqué dans mes bouquins, d'accord. Vous avez un siècle de conflits qui construisent le statut de la fonction publique. Et le cœur du statut de la fonction publique, c'est que la qualification n'est pas celle du poste, comme dans la convention collective. Dans le privé, ce n'est jamais la personne qui est payée, c'est son poste. C'est déjà un grand progrès d'être payé pour son poste plutôt que pour sa tâche. D'accord. Le salaire à la qualification est absolument combattu par un patronat qui multiplie les rémunérations à la tâche. Les CDD de mission, les mesures jeunes, enfin toute l'insertion des jeunes, et puis pour les seniors, hein, à partir de 50 ans, invités à être en CDD, à temps partiel, à devenir auto-entrepreneur, à devenir... à
facturer une prestation à l'entreprise parce que comme salarié en coûte trop cher, etc., etc. Bon, et vous savez que à 60 ans, hein, la statistique de 2022 vient de sortir en janvier, là, à 60 ans, vous n'avez plus que 52% des personnes dans l'emploi. Tous les autres ont été éliminés. Et ils sont vulnérables sur le marché du travail. Ils font des petits boulots, ils font exactement comme seniors ce que font les jeunes comme en insertion. C'est comme cela que le patronat combat le salaire à la qualification en le réduisant aux 35-50 ans. Parce qu'on est jeune jusqu'à 35 ans, hein, en gros. Hein. On n'accède pas au statut conquis du salaire à la qualification avant 30-35 ans. Et on est vieux. Enfin, mon père disait vieux, dans vieux au moins il y a vie, mais dans senior il y a sénilité. Hein. On est senior à partir de 50 ans, et surtout sur les postes, parfois plus tôt, vous avez raison, ça peut être 45, et surtout pour les postes moins qualifiés, donc des postes tenus par les femmes, hein, marginalisés, mis sur la touche. L'extension de 62 à 64 ans, c'est pas pour qu'on travaille plus longtemps. Ils n'ont rien à donner comme travail, ces capitalistes. Ils vivent, leur puissance sur nous vient du fait qu'ils maintiennent l'emploi dans un cadre extrêmement réduit. C'est pas pour qu'on travaille plus, c'est pas vrai, et pour que les vieux se substituent aux jeunes. Enfin, nous avons des formes de lutte contre cette réforme qui sont absurdes. Non, c'est pour étendre le temps où, vulnérables sur le marché du travail, on exerce une pression à la baisse sur les droits de ceux qui sont encore dans le salaire à la qualification. Tout comme les jeunes exercent une pression à la baisse sur les droits de ceux qui sont encore au salaire à la qualification. Encore une fois, l'enjeu du salaire, c'est un enjeu de souveraineté sur le travail. Le salaire capitaliste, c'est celui de notre subordination. On n'est payé qu'après avoir posé un acte de subordination. La CGT va inventer un salaire anticapitaliste, où on est payé pour la qualification du poste et non pas pour l'acte qu'on pose. Ce qui fait que, dans le confinement, ceux qui avaient un salaire à la qualification ont gardé 84% de leur salaire. Parce qu'on a déjà commencé à sortir du paiement à l'acte. Et dans la fonction publique, c'est tout à fait décisif, on est complètement sorti du paiement à l'acte. Les 100% pendant le confinement expriment le fait qu'un fonctionnaire n'est pas payé pour ce qu'il fait. Sauf que c'est tellement anticapitaliste, tellement communiste, que toute l'obsession de la classe dirigeante, c'est de ne plus du tout négocier le point qui exprime la qualification, le point d'indice, et de créer des primes qui, elles, sont liées au poste. Toujours l'idée de ramener au salaire à la qualification du poste ce qui est salaire à la qualification personnelle. Je reviens à 46 et la retraite. Lorsque Croizat légifère sur la fonction publique, qui ne concerne que 500 000 personnes à l'époque, aujourd'hui 5 500 000, hein, avis à tous ceux qui disent que tout fout le camp, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tout ne fout pas le camp. Et nous avons des tremplins, nous avons de quoi être autre chose que dans la protestation, mais être dans la proposition. Il assume dans la loi ce qui était déjà dans la pratique, c'est-à-dire que le salaire, c'est la poursuite du traitement. Puisque un fonctionnaire ne perd pas son grade lorsque son service est fini. Il le conserve, c'est un attribut de sa personne. S'il est prof certifié, il l'est jusqu'à sa mort. S'il est, je sais pas quoi, moi, ouvrier d'État, il l'est jusqu'à sa mort. S'il est infirmière, cadre B, indice 720, ben, enfin, c'est jusqu'à sa mort, d'accord? Donc nous sommes dans un dispositif où la pension, c'est la poursuite du salaire, alors même qu'il n'y a aucun travail subordonné en face, rien. C'est du salaire pour la liberté. Ça, imaginez là. Mais la rage de la classe dirigeante devant un salaire pour la liberté. Et donc, ce que font les communistes en 1946, mais la flotte arrive bientôt jusqu'à moi si je ne m'arrête pas. C'est pas tout à fait plante ce bureau.
ce que font les communistes en 1946, c'est qu'ils vont étendre ce régime de la fonction publique à la grande majorité des travailleurs, soit les travailleurs à statut des entreprises publiques, où là on copie tout simplement le régime des fonctionnaires, hein, le décret de juin 1946 de Marcel Paul en matière de statut de l'EDF-GDF, c'est un copier-coller de ce qui sera la loi Thorez de décembre suivant. Il appelle d'ailleurs la pension salaire d'inactivité de service. Nous sommes dans du salaire. Ce n'est pas la contrepartie de cotisation. Et précisément, venons-en à cela, Croizat, mais subvertit complètement le régime de retraite patronale qui avait été mis en place au cours des décennies précédentes en supprimant toute référence aux cotisations dans le calcul de la pension. Il n'y a plus aucune référence aux cotisations. La pension, c'est la poursuite d'un salaire de référence en fonction d'une durée d'activité validée. Aucune mention des cotisations. Nous sommes dans le salaire, c'est du salaire de la liberté. C'est pas un revenu que l'on tire d'un morceau de son salaire qu'on n'aurait pas consommé quand on était actif. Ça, c'est la riposte patronale en 1947. En 1947, les patrons créent la répartition capitaliste. Là, nous allons voir la répartition communiste. La répartition communiste, elle dissocie le salaire de l'emploi. Elle attribue le salaire à la personne. Mutation anthropologique majeure. Encore une fois, n'espérons pas prendre le pouvoir sur le travail si nos droits dépendent de notre contrat de travail. Si nos droits dépendent de notre contrat de travail, nous allons fermer notre gueule, évidemment. Nos droits ne doivent dépendre que de nous-mêmes. Être attachés à notre personne. Or, c'est ce qu'inventent les communistes en 1946. La riposte patronale, ce patronat prétendument déconsidéré pour collaboration, en fait omniprésent, la riposte dès 1947, et de façon fulgurante. Il profite de ce que la CGT était battue dans les ordonnances de 1945 par le maintien du plafond, transformé de plafond d'affiliation en plafond de cotisation, mais le plafond est maintenu. Les cadres entrent parce qu'il n'y a plus de plafond d'affiliation, mais ils ne cotisent que sous le plafond. Et du coup, ils n'ont de remplacement du salaire que sous le plafond. Et donc, un remplacement très éloigné de leur salaire. Ça crée un appel d'air pour un régime complémentaire que combat la CGT, sauf qu'elle est battue. Et le patronat s'engouffre là-dedans pour créer l'AGIRC, hein, l'Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres, qui sont du revenu différé. Plus aucune référence au salaire. La retraite, c'est la contrepartie de la somme de mes cotisations. Alors, ce n'est pas mes cotisations, on est en répartition. C'est mon droit de ponction sur les cotisations des actifs actuels. C'est ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle. J'ose pas respecter la phrase, puisque c'est derrière cette phrase capitaliste que nous défilons. Oui à la solidarité intergénérationnelle. La solidarité intergénérationnelle, qu'est-ce qu'elle dit? Les retraités sont des gens qui ne sont plus soumis à la subordination. Donc ils ne travaillent pas. Ils sont utiles. Imaginez, je ne sais pas quoi, un conseil municipal sans retraité. Il n'y a plus personne, bon, etc. Ils sont utiles, mais non productifs. Du coup, d'où leur vient leur pension? Ben, du travail des autres. Nous sommes dans la religion, complètement. Imaginez le cœur d'une église capitaliste, c'est-à-dire le studio d'une télé de milliardaire. Ça va? Ça, c'est le cœur de l'église. Vous avez une grande statue dans ce cœur qui est le ratio retraité sur actif.
Et puis vous avez des officiants, là, ceux qui sont invités à débattre de l'actualité, comme on dit, d'accord? Des officiants qui viennent faire des prières pour que ce ratio soit favorable. Et comme des cons, nous sommes d'accord. C'est ça la question. C'est ça la question. C'est que nous sommes convaincus. Non seulement nous en sommes convaincus, mais nous en sommes heureux, libérés du travail. Nous sommes convaincus que notre salaire, c'est la contrepartie de notre travail. Tellement nous adhérons à la religion capitaliste du salaire. Tellement nous sous-estimons les conquis communistes en la matière. Mon salaire, c'est la contrepartie de mon travail. Et toi qui n'es pas dans un emploi, ben, tu ne travailles pas. Mais tu n'as pas dépensé tout ton salaire quand tu étais actif. Tu as été solidaire. Tu en as mis au pot commun. Ben, donc c'est normal que, à travers les cotisations des actifs actuels, tu récupères ta solidarité. Nous adhérons totalement. Quand j'entends, je sais pas quoi, un mot d'ordre de manif, les pensions, c'est pas de la charité, les retraités ont cotisé, là je me dis merde, nous piétinons les conquis de nos anciennes et anciens. Revenons au service public, parce que c'est des services publics que je parle. Nous avons aujourd'hui le plus gros des groupes sociaux qui ont un salaire pour le travail libre. Ce sont les 9 millions de retraités, surtout des hommes. Il y a 17 millions de retraités. Nous sommes sur les 17 millions de retraités, il y en a 9, surtout des hommes, qui ont une pension supérieure au SMIC, parce que si c'est inférieur au SMIC, c'est pas un salaire, d'accord? Une pension supérieure au SMIC est comprise entre 75 et 100% de leur salaire de référence. Les retraités sont le groupe social qui est le plus dans l'anticipation communiste du statut de la personne. Être titulaire d'un salaire pour la liberté, et non pas d'un salaire de la subordination. Vous comprenez le danger qu'il représente pour la classe dirigeante. La classe dirigeante va faire un cordon sanitaire entre les retraités et les travailleurs qui sont encore soumis à du salaire de la subordination. Ils vont interdire l'accès des entreprises et des services publics aux retraités. Les confiner dans le bénévolat associatif, en marge de la production, pour qu'il n'y ait pas de coprésence sur les lieux mêmes de la production, monopole de la bourgeoisie, de salariés de la liberté et de salariés de la subordination, parce que les salariés de la liberté pourraient faire tâche, vous comprenez? Tout l'enjeu pour la classe dirigeante, c'est de dire les retraités, c'est pas du salaire, c'est pas du travail. C'est du privilège. Pardon? C'est du privilège. C'est du privilège parce que, évidemment, tous ceux qui sont libérés du travail subordonné sont des privilégiés. Alors que le cœur du communisme, c'est précisément cette libération. Et donc, quel est le lien entre ce confinement des retraités dans le bénévolat associatif et une réflexion sur le service public territorial? C'est que les travaux des collègues, moi je ne suis pas spécialiste de la question, mais je lis mes collègues, les travaux des collègues qui se sont penchés sur le milieu associatif sont formels. Les associations, c'est un outil aux mains des élus, il y a des exceptions bien sûr, aux mains des élus parce qu'elles fonctionnent sur appel d'offres, leur financement est sur appel d'offres, sont des outils aux mains des élus pour en finir avec la fonction publique territoriale, au moins catégorie C. Les associations remplacent bien des tâches qui devraient être assurées par des fonctionnaires territoriaux.
Et elles le font avec deux types de membres. Les salariés, qui sont en général des jeunes en insertion, c'est-à-dire des jeunes à qui le salaire à la qualification est refusé. Ils sont en volontariat de service civique, vous vous rendez compte? Écoutons les mots, hein. Volontaire pour travailler sans être payé. Et on invoque le civisme pour mettre aux gens au boulot sans les payer. C'est une honte. Donc le milieu associatif vit beaucoup de ces jeunes en insertion qui sont confrontés à des bénévoles. Des bénévoles qui sont beaucoup mieux payés qu'eux. La pension moyenne des bénévoles est supérieure au salaire des salariés du milieu associatif. Sauf que leur salaire est nié comme tel, puisqu'ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Mais ils ne sont pas payés. Dès lors qu'on n'est pas payé pour ce qu'on fait, on n'est pas payé. Vous voyez combien on piétine le conquis communiste de ne plus être payé pour ce que l'on fait, mais pour ce que l'on est dans l'ordre de la valeur. Ce que je fais là en ce moment, figurez-vous que ce n'est pas du bénévolat, je suis payé. J'honore mon salaire. Évidemment. Sauf quelques femmes qui ont des pensions très faibles, aucun bénévole, aucun retraité n'est bénévole, bien sûr. Mais les appeler bénévoles, c'est nier la conquête du salaire qui n'est pas soumis à une activité. Et en même temps, c'est vrai que le milieu associatif est inventif, parfois plus que les fonctionnaires territoriaux. Et là, on est dans cette histoire que j'ai donnée au départ, d'une fonction collective assumée non pas par un appareil d'État, mais par les intéressés eux-mêmes. Vous voyez comment, à travers le milieu associatif, il y a une inventivité, une capacité à gérer des fonctions collectives par les intéressés eux-mêmes. C'est donc très positif. J'essaye d'être marxiste, c'est-à-dire d'être dialectique. Je viens de dire pique-pendre du milieu associatif, j'en dis du grand bien, d'accord? Parce que c'est les deux à la fois. Ces prémices de services publics territoriaux assurés par les intéressés eux-mêmes. J'étais hier dans une MJC de Paris qui assure à la fois un foyer de travailleurs, du loisir, des débats politiques, etc. C'est extrêmement inventif et c'est associatif. Et il y a des tas de retraités, enfin c'est des retraités et des jeunes en insertion, ce que je viens de décrire. Vous voyez comment ce service public communiste, c'est-à-dire une fonction collective assumée par les intéressés eux-mêmes, se trouve dégradé par le confinement des retraités dans le bénévolat associatif. Alors même que si nous assumions qu'il s'agit de salariés qui assument la responsabilité productive de la gestion d'un foyer de travailleurs, et etc., tout ce que peut faire une MJC, mais nous commencerions à initier des services publics communistes. Voilà les deux réflexions, les deux lieux de réflexion que je voulais soumettre à votre sagacité. Merci Bernard. Si vous avez des questions, j'espère qu'il y en aura. Oui.
Bonjour. Voilà. Le discours que tu tiens sur la reprise en main du travail, sur la conquête du travail concret, tu le tiens depuis peut-être 10-20 ans, je ne sais pas trop, mais bon, la question que je me pose, c'est quelle portée est-ce que tu vois des portées à ce discours-là? Est-ce que dans certaines organisations, est-ce qu'à la CGT, par exemple, il y a eu un nouveau congrès dernièrement, quelles sont les forces qui sont susceptibles d'entendre ce discours-là, d'avancer dans le bon sens, dans le rapport de force, dans la lutte des classes actuelle? Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Bah, moi, je peux pas, je tiens pas la température de l'écho de ce que je raconte dans les organisations. Je constate que l'écho est réel. Il ne se traduit pas forcément à l'échelle nationale dans des programmes, etc., aussi bien politique que syndical. Hein. Mais il y a aujourd'hui une telle souffrance au travail. Il y a aujourd'hui si peu d'adhésion au travail tel que le capitalisme l'organise. Une telle inquiétude écologique, et pas qu'écologique, anthropologique. Enfin, si on laisse l'intelligence artificielle au fou de la Silicon Valley, où va-t-on? Enfin, il faut ôter l'outil à ses apprentis sorciers. La biologie moléculaire au groupe pharmaceutique, où va-t-on, hein, bien sûr. Hein. Il y a des urgences anthropologiques et écologiques. Il y a aujourd'hui, quand on fait les enquêtes chez les cadres, la réponse, rapport à leur entreprise et au travail, c'est cynisme. Cynisme. Bien sûr. Il n'y a pas d'adhésion. Non. Alors qu'il y a 50 ans, les cadres étaient amoureux de leur entreprise. Aujourd'hui, il n'y a rien de tel. Aucun amour. Donc, même chez les cadres, je ne parle pas des autres a fortiori, hein, il y a suspicion de la légitimité du travail tel qu'on nous le fait faire, ou exaspération devant un travail qu'on aime, mais qu'on ne peut pas faire. Donc il y a vraiment une urgence à prendre le pouvoir sur le travail, ce qui n'était pas à l'agenda des organisations syndicales et politiques jusqu'ici. L'agenda des organisations syndicales et politiques, ça a été une meilleure répartition de la valeur, une conquête de droits en statut salariaux, et j'ai assisté sur mon émerveillement devant ces conquêtes, hein. Enfin c'est conquis, parce que c'est l'invitation, hein, que nous fait dit-on Croizat. Il ne l'a jamais dit, hein, qu'il ne faut pas parler de conquête mais de conquis, mais c'est quelqu'un qui lui fait dire Étiévent, peut-être, ou je ne sais pas qui, enfin, on ne trouve pas dans les archives le truc. Mais... Alors donc, mais en matière de maîtrise du travail, c'est zéro. Les syndicats, ils gèrent la souffrance au travail. Comme si le travail était source de souffrance. Il n'est source de souffrance que s'il est aliéné, évidemment. Et à partir du moment où nous décidons au travail, il n'y a pas de souffrance au travail. Le travail, c'est de la contrainte permanente, mais dès lors qu'il n'y a pas du tout de subordination, cette contrainte, elle est assumée avec du bonheur, parce que nous avons besoin, au demeurant, dans un travail qui est forcément collectif, de règles que nous nous fixons à nous-mêmes. Donc, ce que je constate, c'est que il y a de plus en plus dans les syndicats et dans les partis, mais pas encore à niveau national. Parfois au niveau national, mes positions sont combattues avec mépris. Hein, je prends mon propre parti. Mais je constate évidemment, oui, qu'il y a une fécondité, parce que mais tout le monde voit bien que l'enjeu aujourd'hui, c'est le sens du travail. C'est ça l'enjeu. C'est pas d'abord de mieux répartir la valeur, c'est de produire une autre valeur, autrement. C'est-à-dire d'enfin être communiste. Meilleure répartition de la valeur, ça c'est le programme social-démocrate. Produire une autre valeur autrement, ça c'est le programme communiste. Donc je constate que nos organisations deviennent progressivement communistes. Si, si, tout à fait. Le Parti communiste est un peu à la traîne peut-être, mais il y en a quand même beaucoup qui le sont.
Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais revenir sur un terme que vous avez employé à plusieurs reprises et qui, bon, pour tout dire, m'a fait un petit peu tiquer et sur lequel j'aimerais avoir des clarifications. Vous avez répété à plusieurs reprises le terme État communiste. Or, enfin, moi, je croyais que justement le communisme, c'était une phase qui était postérieure, disons, à la disparition de l'État. Et d'ailleurs, dans les États dans lesquels, qui étaient dirigés par des partis communistes, aucun ne se définissait comme communiste, ils se désignaient tous comme socialistes. Et l'État, enfin, de mon point de vue, c'est pas forcément que du mien, c'est pas uniquement un ensemble, une palette de services publics et d'administration, c'est aussi des fonctions, on va dire, de souveraineté, d'autorité, de direction, qu'on retrouve y compris dans les États qui étaient dirigés par des partis communistes et qui se désignaient comme socialistes. Donc voilà, j'aimerais avoir des clarifications sur ce que vous entendez par État communiste, et est-ce que ces fonctions d'autorité, de souveraineté, y sont présentes, ou est-ce qu'elles disparaissent? Parce que pour moi, disons, autant je conçois parfaitement une société communiste, mais un État communiste, ça me semble un peu quand même... j'ai du mal à apercevoir, quoi. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la question, hein, donc je ne vais pas aller de façon péremptoire sur ce terrain. J'ai fait allusion au bouquin d'Éric Lordon, hein, qui m'a fait bouger. Moi, j'étais sur le dépérissement de l'État, d'accord. C'est supposer que la fin de la lutte de classe, là, qui caractérise le communisme, parce que le travail devient une activité commune, hein, et donc la lutte de classe qui porte autour de l'exploitation et de l'aliénation du travail n'a plus lieu d'être. Mais ce n'est pas une société sans pouvoir et sans violence, et sans contradiction. Sauf, encore une fois, à être témoin de Jéhovah, ce que je ne suis pas. Je ne crois pas au paradis sur terre. Beaucoup de communistes croient au paradis sur terre. Hein, et ils croient au paradis sur terre après-demain. Hein, puisqu'il faut d'abord prendre le pouvoir d'État. Ensuite, il y a le socialisme, comme vous l'avez rappelé, et après le communisme. Nous sommes dans une pure transposition de la croyance religieuse au ciel. Hein. Il faut d'abord passer de l'autre côté, ça c'est la prise du pouvoir d'État, on passe de l'autre côté. Ensuite il y a un purgatoire, il faut quand même un temps de purgatoire, c'est le socialisme, puis après il y a le paradis. Alors le paradis, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de violence, encore une fois, tous unis, tous frères. Stop, stop. Le XXe siècle, c'est la débâcle de cette affaire-là, d'accord? Alors il faut quand même tirer l'échelle un de ces jours. Évidemment qu'il y a du déjà là communiste dans le capitalisme même, contre le mantra stalinien qui dit « il n'est pas possible qu'il y ait de socialisme ou de communisme dans le capitalisme. Il faut d'abord prendre le pouvoir d'État. » Ce mantra stalinien, c'est la reprise purement dictatoriale du mantra lassalien. Je vous renvoie aux travaux de Lucien Sèvres, qui, dans le 4e tome de la tétralogie Pensée avec Marx aujourd'hui, qui s'appelle Communisme, point d'interrogation, fait l'histoire du communisme au XXe siècle, et qui montre le parallélisme entre la social-démocratie et Staline, qui sont sur les mêmes présupposés, que le capitalisme est un système, des présupposés pré-marxiens, d'accord, qui lisent le capitalisme comme un système qui se reproduit, sauf à le détruire. Mais nous sommes nourris de ça quand nous disons « tant qu'il y aura capitalisme, rien ne changera ». Mais nous sommes aux antipodes de Marx. La fécondité de Marx, c'est de nous montrer que le capitalisme, ce n'est pas une structure qui se reproduit à l'identique, avec une seule classe pour soi, la classe bourgeoise, qui génère des victimes dont on est solidaire. Laissons ça au passant Charlot. La question très à la mode chez nous, hein, parce qu'ils correspondent à cette idéologie absurde d'un capitalisme qui n'est pas une contradiction au travail. C'est ce que montre Marx, c'est une contradiction au travail, le capitalisme, avec une classe révolutionnaire qui existe
et qui institue dans le capitalisme même des alternatives au capitalisme. Mais une fois qu'on a dit cela, on ne va pas... donc le capitalisme, le communisme est une affaire d'aujourd'hui. C'est une affaire empirique d'aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire pour après-demain. Une fois qu'on a dit ça, on se libère aussi d'une vision du communisme. Moi, je suis au parti depuis 69, donc j'en ai vu passer des textes de congrès. Hein. Alors, ça a un petit peu changé depuis 2 congrès. La structure du texte, mais ceux que j'ai connus pendant 40 ans, c'est, première partie, ils sont méchants, on a bien du mal. Deuxième partie, un programme de démocratie avancée. Troisième partie, oh, le communisme demain, tous unis, tous frères. C'est totalement mortifère, cette affaire, d'accord? J'ai donné l'exemple de la façon dont nous avons laissé tout seuls les cheminots en 18. Donc nous avons laissé les soignants non vaccinés tout seuls, parce que j'ai des tas de témoignages où ils sont laissés tout seuls par la CGT, je le dis clairement. Bien. Donc, c'est absolument mortifère d'attendre le communisme pour après-demain et de le définir par pas d'État, pas de violence, pas de rien, etc., etc., etc. Nous sommes dans la religion. À quoi sert le ciel? Le ciel, il nous console et il nous empêche de changer le présent. Le ciel communiste, il sert à ça. Je le connais parce que je le fréquente depuis maintenant plus de 50 ans. La question est de sortir de cet étapisme, 1 prise du pouvoir d'État, 2 socialistes, 3 communisme, qui n'a rien donné que le pire au XXe siècle, le pire social-démocrate, hein, parce que si vous prenez le pouvoir d'État, alors que la bourgeoisie a encore le pouvoir sur le travail, ben, la bourgeoisie, évidemment, elle exerce une pression sur la société, elle tient la société en otage, c'est elle qui décide de la production. Et donc vous allez baisser la culotte. Alors, en Europe occidentale, on a l'exemple permanent de ces conquêtes de pouvoir qui aboutissent à un grand baissage de culotte. Ou alors, avec les mêmes prémices, 1 prise du pouvoir d'État, 2 socialistes, 3 communistes, vous ne voulez pas baisser la culotte, vous instaurez la dictature. Mais la dictature, c'est sur le peuple, puisque le peuple n'a pas commencé à prendre le pouvoir sur le travail, et que c'est un prétendu bon État, il y a un parti d'avant-garde qui nous dit ce qu'il faut faire. Donc, nous avons donné, d'accord? L'échec social-démocrate, l'échec stalinien sont absolument symétriques. Il faut que nous sortions de cette affaire, que nous sachions voir le révolutionnaire déjà là, pour nous appuyer dessus et aller plus loin. Et donc, oui, dans le communisme, qui est ce mouvement de sortie du capitalisme, évidemment qu'il y a de l'État, mais un État qui n'est pas une fonction, un appareil d'État au service du capital, ce qu'est l'État. Encore une fois, je vous renvoie au bouquin de Da Silva sur comment c'est l'État qui a été l'outil pour en finir avec l'auto-organisation des travailleurs en matière de sécurité sociale. C'est un État communiste que nous commençons à construire, dont j'ai essayé de donner quelques étapes. Le fait que des fonctions publiques territoriales soient assumées par le milieu associatif, mais en sortant de l'idéologie du bénévolat, etc., et qu'une fonction collective comme la sécurité sociale soit assumée par les travailleurs eux-mêmes. On a su faire, il n'y a aucune raison qu'on ne sache pas faire. Alors, moi je voulais dire qu'il y a quelque chose qui sortait du salaire tel que tu viens de lui parler, c'est-à-dire soumis au capital qui fixait. La tentative, elle a été faite quand on a fait cette prestation qui s'appelait le salaire de la femme au foyer et qui était versée par les allocations familiales. Elle a existé, puis elle est morte de sa belle mort parce qu'elle n'a jamais été revalorisée. Mais au début, elle était équivalente à 3/4 du SMIC. Du SMIC, à l'époque, c'était le salaire minimum interprofessionnel garanti. Maintenant, il a complètement changé de nom, mais pas d'objet, ni d'effet, en fait.
Et cette prestation, elle est tombée complètement à l'abandon. Et ce que je trouve de différent avec toi, c'est que les jeunes maintenant, qui sont dans les manifestations pour la retraite, comme les vieilles, comme moi, qui y sont aussi alors qu'elles sont à la retraite, c'est qu'on sent les dangers de demain. Eux, ils les sentent pour leur propre vie, c'est-à-dire avoir une vie qui est dans la dépendance de l'employeur, de la formation professionnelle, du monde du travail, d'un tas de choses. Et moi, parce que je sais qu'ils ne s'arrêteront pas là, quand ils auront démoli les retraites des actifs, il faudra s'en prendre aussi aux nôtres. On les a vus déjà dans le passé faire ça. Mais alors les jeunes aussi, la retraite à 64 ans, c'est quelque chose qui leur paraît impossible, parce que le monde du travail pour eux, c'est comme une prison intellectuelle, et souvent financière. C'est aussi ça. Pour eux, l'idée de la liberté qu'ils se font au travail, c'est de pouvoir organiser le travail. Si je me trompe, les jeunes qui sont dans la salle pourront me reprendre, mais je crois qu'il y a de ça aussi. Alors, deux choses. Hein. Sur l'allocation de la mère au foyer, qui est créée par Vichy, je ne peux pas y voir une anticipation du salaire à la personne. Je parle de celle de 48 qui était différente, qui était considérée comme un salaire. Ben oui, mais non. Non, c'est plutôt une espèce de revenu de base forfaitaire. J'ai un peu de mal de l'avoir comme un salaire. Hein, mais alors sur le second point, bon, on peut avoir une divergence sur ce premier point, d'accord, mais sur le second point, c'est très fondamental. Nous avons aujourd'hui toute une fraction de la jeunesse qui est communiste. Elle est communiste puisqu'elle est décidée à ne travailler que selon sa déontologie. Ce qui est le cœur du communisme, ne travailler que selon sa déontologie. Sauf que, c'est la question, sauf que, prenez quelque chose qui a fait énormément de buzz, ces diplômés d'AgroParisTech qui, le jour de la réception du diplôme, disent on ne fera pas le boulot de merde auquel nous avait formés, on ne fera pas de l'agrobusiness. Et qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent du bûcheronnage en Corrèze. C'est-à-dire que, vous voyez, cette détermination à ne travailler que selon sa déontologie, qui est vraiment au cœur du communisme, et moi je salue toutes ces personnes avec émotion, je dirais, parce que dans ma génération, on n'avait pas cette détermination de travailler que selon notre déontologie. Tout l'enjeu pour des communistes, c'est de sortir ces jeunes de la marge. Ils sont dans la marge. Parfois même, ça les arrange, je veux dire, ça ne les dérange pas, on va dire. Bon, et oui, s'y complaisent, ça peut arriver, mais nul n'est parfait. Hein. Notre responsabilité de communiste, c'est de dire, mais le mouvement ouvrier a su créer des institutions macroéconomiques. Nous allons partir de celle-là pour vous sortir, vous allez vous sortir de la marge avec ces institutions. Je prends un exemple, la transposition en sécurité sociale de l'alimentation de ce que j'ai dit sur la sécurité sociale du soin. Nous avons su créer une sécurité sociale du soin qui a produit le soin dans une logique communiste. Avant son salaire, on commence par augmenter les sommes qui vont à l'assurance maladie, c'est du salaire socialisé, qui va servir à financer sans dette l'investissement et à payer des fonctionnaires soignants ou des libéraux libérés du marché du travail capitaliste. Mode de production communiste de la santé, qui va être attaqué furieusement, bien sûr, par l'étatisation Juppé, entre autres. Marisol Touraine a été un ministre redoutable des Affaires sociales. Oui. Ah, comme destructrice du système hospitalier, on fait guère mieux. Hein. Ministre de Hollande pendant 5 ans, c'était long, les 5 ans de Marisol Touraine. Et donc, qu'est-ce que nous avons su faire? Nous avons su partir d'une hausse des salaires, et puis conventionner les seuls établissements ou professionnels qui correspondaient aux normes que nous avons établies. Encore une fois, le travail, il y a des normes qu'on établit, bien sûr, des finalités qu'on établit collectivement, et
des patients qui sont solvabilisés. Ils sont solvabilisés sur un marché du soin totalement négocié et avec des investissements qui ne font appel à aucune avance en capital. Ben, on va faire pareil pour l'alimentation. L'insertion, c'est les jeunes qui ne veulent pas produire de merde pour le capital, d'accord, qui veulent produire selon leur déontologie, dont tu as parlé très justement. Beaucoup s'investissent dans toute la filière de l'alimentation, du côté de la production des biens primaires, la production des biens élaborés, je ne sais pas quoi, la bière, etc., la distribution, la restauration. Cette filière et la création d'outils réparables aussi, parce que les outils, ils ne sont pas réparables dans le capitalisme, évidemment. Pour que nous soyons victimes de ces outils en permanence et obligés de passer en permanence par un groupe capitaliste qui les a produits. Donc là, les outils réparables, toute la filière est investie par des dissidents. Ben, nous avons déjà donc toute une production d'alimentation dans toute la filière qui échappe à la logique capitaliste, sauf qu'elle est marginale. Comment la sortir de la marge? Ben, créons une sécurité sociale de l'alimentation. Nous avons vu au cours du confinement combien les premières de corvée étaient à la fois les plus nécessaires et les plus mal payées. Bon. Nous sommes aujourd'hui convaincus qu'il faut augmenter de 500 € le SMIC, passer de 1300 à 1800 € net. Bien. Bon. Ces 500 € pourraient ne pas être de la monnaie qui va sur le compte bancaire. Ça pourrait être de la monnaie qui va sur une caisse de sécurité sociale. Et pour que ce ne soit pas, et qui va solvabiliser bien sûr, hein, ce sera de la monnaie qui permettra, on aura bien 1800 balles à notre disposition, mais 1300 balles sur le compte en banque et 500 balles sur la carte vitale. Pour que ce dispositif soit pas un dispositif pour pauvres, parce que les dispositifs pour pauvres, il faut les fuir évidemment. Toutes les pensions et tous les salaires vont contenir 500 € par mois qui vont sur la carte vitale. C'est-à-dire que les salaires de 3500 €, ben, ce ne sera plus que 3000 € sur le compte bancaire et 500 € sur la carte vitale. Les salaires entre 1800 et 3000 €, ben, ce sera un mixte, les 500 € sur la carte vitale sera un mix de hausse du salaire et de conversion du salaire de monnaie générale en monnaie marquée, comme on dit en économie. C'est-à-dire monnaie qui n'est dispensable qu'auprès de professionnels conventionnés. Si toutes les pensions et tous les salaires ont 500 € en monnaie qui n'est dépensable qu'auprès de personnels conventionnés, nous créons 400 milliards de sécurité sociale dont on va pouvoir affecter une partie à l'alimentation, une partie au logement, une partie au transport de proximité. Bref, nous allons mettre en sécurité sociale toute une série de productions et sortir de la marge les dissidents de l'alimentation. Parce qu'ils vont, ne serait-ce que sur ces 500 €, ne serait-ce qu'il n'y ait que 100 € par personne et par mois qui aillent au budget d'alimentation. Ça fait 80 milliards par an. 80 milliards, c'est le tiers du budget alimentaire. La dépense d'alimentation, c'est 240 milliards en France. 80 milliards qui vont échapper à la grande distribution et à l'agro-business, puisqu'on ne va pas conventionner ni Massey Ferguson, ni Carrefour, ni tout ça. On ne va pas être con, d'accord? On ne va conventionner que les alternatifs, que ceux qui sont dans une démarche communiste. L'outil de la convention est un outil formidable. Nous allons, sortir les marginaux de la marge, et deux, poser problème aux salariés de Carrefour. Parce que si Carrefour perd le tiers de son chiffre d'affaires, il crève. Lui, il a 5% près en termes de chiffre d'affaires. Les salariés de Carrefour, pour ne pas perdre leur emploi, il faudra que Carrefour soit conventionné. Et pour que Carrefour soit conventionné, il faudra qu'il ne fasse pas appel au marché des capitaux, que le Carrefour soit la propriété de ses salariés, etc. C'est-à-dire que nous allons
créer par une institution macroéconomique l'aspiration à devenir propriétaire de l'entreprise, à s'opposer aux actionnaires. Une aspiration qui est minoritaire aujourd'hui chez les travailleurs. Je donne cet exemple-là, on pourra en donner bien d'autres, parce que quand on est communiste, on devient très inventif, d'accord, et très heureux. Oui, bonsoir, bonsoir Bernard d'abord. Moi je suis un ancien agent EDF, je suis à la retraite actuellement. Mais il y a quelques années, si j'avais pris la retraite, on n'aurait pas dit la retraite, on aurait dit que j'étais en inactivité. Puisque la retraite des agents EDF était payée par les comptes d'exploitation, ce qui fait qu'on avait un salaire à vie. Bon, c'était ça, quoi. Et donc on a eu une première réforme que j'ai connue moi, et qui a fait que maintenant on cotise au régime général, plus on a une particularité sur notre régime. Et à partir de là, je suis retraité. Et le 10 février de cette année, il y a une loi qui a été votée, qui est la loi qui, le titre, était donc le scrutin numéro 947, je me rappelle bien. La loi disait modification de financement de la sécurité sociale, article 1er. Bon, j'ai cherché un moment, parce qu'en fait, c'est pas ce que je cherchais c'était la loi qui supprimait les régimes spéciaux. Hein, donc EDF et RATP, donc tout à l'heure tu as fait allusion, et je t'en remercie. Et quand on cherche bien, on se rend compte que bon, ce premier article a été voté, il est passé pour très peu de voix, je crois que c'était 19 voix, ou je ne sais plus, il n'y avait pas grand-chose. Et il est passé, alors qu'en fait c'était la suppression des régimes spéciaux. Et j'ai trouvé, comme tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas eu beaucoup de bruit autour de tout ça. Mais en plus, quand j'analyse le scrutin, je me rends compte que tous les partis de gauche n'ont pas fait le plein des voix, loin s'en faut, y compris un parti auquel je suis le plus attaché, qui est le Parti communiste. Sur 22 députés, il y en a 10 qui n'ont pas voté, et pas des moindres. D'accord? Je ne citerai pas des noms, mais des gens quand même qui font partie du sommet. Et là, j'ai du mal à comprendre, est-ce que c'est un désaveu? Est-ce que c'est un désintérêt de la question? Est-ce que c'est un arrangement? Peut-être que tu as les codes, moi je ne l'ai pas, mais en tout cas j'ai du mal à comprendre ça, parce que c'est même un régime, si je prends le régime des agents EDF, ça aurait été un régime à peut-être appliquer à tout le monde, ou peut-être partir de cette base-là, pour aller vers un régime général, et qu'on peut payer, puisque les comptes d'EDF, tant qu'ils n'ont pas été truqués, tant qu'on n'a pas créé tous ces marasmes comme la loi NOM, tout ça, marchait très bien, en payant quand même des retraites assez correctes, en partant à une retraite, moi j'ai pu partir à 55 ans avec 75% de mon dernier salaire. Donc c'est payable par une entreprise. Je le dis bien aux gens, c'est pas de l'utopie, c'est payable. EDF avait des bons comptes, ça fonctionnait très bien, c'était un bon service public. Voilà, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus d'acharnement à défendre ces choses-là, et notamment le 10 février. Voilà, alors peut-être tu auras la réponse, peut-être pas, mais je la pose. Quoi. Alors il y a plusieurs réponses, mais merci de ton témoignage, parce que, encore une fois, il montre le caractère mortifère de la cécité sur le déjà-là communiste. Parce qu'en fait, c'est ça pour moi, c'est comme ça que je l'explique. C'est que nous sommes tellement nourris de l'idée que ce qui s'est fait en 1946, c'est de la démocratie avancée, d'accord, qu'on n'est pas mordicus là à le promouvoir pour tous. Je suis très heureux, cela dit, que dans le mouvement actuel, il y ait quelques pancartes qui disent « régime spécial pour tous ». Ça commence à venir. Tant mieux, hein. Mais c'est très minoritaire encore, hein. Mais c'est bien, quand ça arrive, c'est très bien. Mais nous sommes, encore une fois, nourris de la culture que le communisme, c'est pour après-demain. Cette culture-là, il faut absolument qu'on s'en débarrasse. Parce que c'est celle-là qui fait que cet article premier a été voté dans l'indifférence. J'ai fait allusion à la suspension du traitement de fonctionnaires suspendus, enfin un truc horrible du point de vue de la situation publique. Indifférence générale. Non pas à la suspension des personnes, non pas au fait qu'ils n'aient pas de salaire, mais rien sur l'attaque contre le statut de la fonction publique. Pourquoi? Parce que je lis quand même beaucoup de tracts, les fonctionnaires sont exploités comme les autres. Vous savez, le misérabilisme, il est destructeur. Oui, bonjour, je vous remercie pour votre... Je prends la dernière question parce qu'on est limité par le temps. Allez-y, je vous en prie. Donc, je vous remercie pour votre présentation. Je me demandais, je vous entendais tout à l'heure parler de cette déontologie personnelle comme cadre
personnel du communisme. Quand je vous entends décrire les étudiants d'AgroParité, etc., je me dis c'est quand même un milieu social assez spécial. Comment est-ce qu'on pourrait remporter cette bataille sociologique un peu pour voilà, qui semblerait qu'on est en train de perdre? Ben écoutez, moi en janvier dernier, j'étais au cœur de la bête, j'étais à l'école des ponts, d'accord? C'est-à-dire après Polytechnique, bon, nous sommes là au cœur de la méritocratie française, 300 personnes, j'ai causé pendant 2 heures de communisme, ils étaient enchantés, d'accord? Parce que maintenant, il y a une aspiration claire pour autre chose. Si on le désigne comme anticapitaliste, post-capitaliste, altermondialiste, c'est des mots creux, d'accord? Si on le désigne comme communisme, eh bien, figurez-vous que ça marche. Il y a une aspiration à du contenu, hein, donc, moi, je suis plutôt plein d'espoir. Même si votre question est réelle, hein, tout ça est construit très lent, hein, mais il y a une aspiration, une proposition communiste, dès lors qu'on associe à communisme des institutions qui sont vécues positivement. Le régime général de sécurité sociale, la fonction publique, c'est des institutions qui sont vécues positivement. Si on met le mot communiste sur des institutions qui sont vécues positivement, on rend le communisme désirable. Si en plus, on peut dire, mais nous pourrions faire une sécurité sociale de l'alimentation, comme nous allons faire une sécurité sociale du soin, non seulement on le rend désirable, mais on le rend concret. On a des propositions pour aujourd'hui. Voilà. Bon. Merci. Bernard, on te remercie. Je vous rappelle donc la prochaine conférence, c'est avec Jacques Toubon. D'autre part, on a mis des petits paniers.